Les productions J'enseigne avec une vidéo présente ajout d'un routeur Linux et Pcop à un réseau virtuel ou réel. Alors, vous êtes présentement en train d'écouter une superbe vidéo enregistrée devant public, un certain, je sais pas quelle date du mois de septembre. Et quelle date? Le 9 septembre qu'on me dit. Alors, on va faire un ajout d'un routeur Linux. Alors, le concept est le suivant. On se retrouve dans un réseau qui est pour l'instant virtuel, mais qui pourrait être réel. Donc, une switch carrément dans le centre de l'univers, qui va être symbolisée aujourd'hui par la switch par le réseau interne de VirtualBox. On a présentement fonctionnel dans notre réseau un serveur qui est déjà un contrôleur de domaine et qui est serveur DHCP. Cette information-là est importante. Alors, le serveur DHCP est là. Son adresse IP, c'est 10.10.10.1 et le masque de sous-réseau de ce beau réseau-là, c'est 24 bits. Donc, ça va être assez simple à mettre en œuvre. On a un DHCP présentement qui a certaines informations, donc qui va délivrer des adresses de 1 jusqu'à 254. On va avoir des exclusions de configurer déjà de 1 à 20. Et on va avoir aussi les options DNS qui sont configurées et c'est tout. Il n'y a pas d'autres options de configurer au niveau du serveur DHCP. Ce serveur-là comprend deux cartes réseau. Il y a une carte qui est en NAT qui est désactivée présentement, dont l'IP était automatique. Fait qu'on peut l'oublier puis on peut la laisser de côté au niveau de notre plan. On n'en aura pas de besoin. On peut même l'enlever ici. On a un client dont la carte réseau est configurée à l'interne de VirtualBox pour ce qui se connecte à la bonne place, dont l'IP est automatique. L'objectif, c'est d'avoir une passerelle de façon à pouvoir avoir un accès Internet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en œuvre, en fait la création du routeur qui est ici, qui va fonctionner sous une distribution de Linux qui s'appelle IPCOP. C'est une vieille distribution très légère, assez complète, qui va nous permettre d'avoir un accès Internet. L'IPCOP va être constitué de deux cartes réseau. La première, l'interne, va s'appeler Green, réseau vert, et qui va être connecté sur la switch interne de VirtualBox. Le deuxième réseau, Red, à l'externe, qui va être connecté sur le réseau NAT de VirtualBox. Alors, premièrement, on va commencer par la mise en forme de ce réseau-là. La première chose à faire, c'est de télécharger. En fait, vous devez télécharger le ISO de VirtualBox. Alors, pas de VirtualBox, pardon, de IPCOP. Alors, juste une petite recherche Google. On va dans les téléchargements et vous pouvez télécharger le Latest Installation CD de façon à pouvoir soit le graver sur un CD. Anciennement, on faisait ça. Vous pouvez le mettre sur une clé démarrable, sur un Easy to Boot sans problème. Et aussi, vu que je suis en virtuel, j'ai juste préalablement téléchargé mon ISO tout simplement. Fait qu'il faut l'avoir en main. On va créer la nouvelle machine. Alors, une nouvelle machine VirtualBox qu'on va appeler IPCOP. C'est de type Linux, 64 bits, c'est pas très important. On va lui donner 500 MB de RAM, ça va être suffisant pour un petit routeur intégré comme ça. Si pas intégré, mais un petit routeur comme ça, c'est suffisant. Si vous ressentez qu'il lag un peu, vous pouvez y mettre plus. On va acheter un disque dur. Le disque dur va être là pour assurer la rémanence des configurations. Et on va pouvoir aussi enregistrer des fichiers parce que le routeur est un proxy et il va pouvoir mettre en cache des fichiers, des gros fichiers même. On pourrait même enregistrer à la limite les mises à jour de Windows sur ce proxy-là, de façon à ce que le routeur te les donne sans les retélécharger à nouveau. Donc, 8 GB, pour l'instant, ça va être plus que suffisant pour nos besoins. Si vous pensez être serré, mettez-en plus. Et c'est tout. Je vais aller tout de suite dans les configurations de la machine virtuelle pour aller changer les cartes réseau. Par défaut, VirtualBox me fait un NAT. Le NAT, c'est bien intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Ça va me prendre une deuxième carte réseau. Et la deuxième carte réseau, ça doit être un réseau interne, de façon à ce que je puisse avoir mes deux cartes réseau, soit le interne et le NAT au niveau de mon IPCOP. C'est pas tout. Il y a un problème qui va survenir à l'installation, c'est que là, je viens de configurer deux cartes réseau physiquement identiques. C'est-à-dire que si je vais dans Avancer, je vois que c'est une Intel Pro 100 000 et la carte NAT aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'une des deux. Ce n'est pas très important laquelle je change, mais je vais changer la première, la NAT, pour une PCNet Fast.
Et je vais prendre ça en note aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon plan et je vais aller ici, red. Je vais aller essayer d'écrire. En tout cas, je vais enlever le jaune. Le jaune me pose des problèmes. Red égale PCNet. Pourquoi je mets ça en note? C'est que à l'installation, la seule différence que je vais voir, c'est le modèle de la carte réseau. Fait que ça va me permettre de faire la différenciation lors de l'installation. Alors, la green, ça va être égal à l'autre modèle qui était, blanc de mémoire, une Intel Pro. Parfait. Fait que green égale Intel. Alors, c'est important de prendre, ça a l'air innocent là, de prendre ces petites choses-là en note, là, mais ça peut faire toute la différence au monde une fois qu'on est en train de configurer notre IPCOP. Une fois qu'on a fait ça, bien à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre machine virtuelle IPCOP. Et on va tout simplement, lors du premier démarrage, insérer notre ISO. Alors moi, j'ai placé le ISO sur le disque C dans un répertoire qui s'appelle VirtualBox OVA. J'ai placé mon ISO de IPCOP et c'est comme si j'allais insérer le CD dans la machine et je démarre avec mon IPCOP tout simplement. J'ai tout simplement appuyé sur Entrée pour démarrer le Linux et commencer l'installation du système. Alors, évidemment, je veux... ici, j'ai Windows 10 qui vient de me demander si j'ai besoin de manger. Je suis un peu outré de ça. Évidemment, je place mon IPCOP ici, puis vous devez comprendre qu'au niveau virtuel, au niveau de l'organisation, j'ai placé mes machines virtuelles de la manière suivante, de façon à ce qu'on comprenne que j'ai mon réseau interne de VirtualBox qui est ici, hein, qui est comme une switch dans le centre. Je vais avoir mon Windows 7 qui est branché là. Je vais avoir mon mon serveur qui est branché là. Et je vais avoir mon IPCOP qui est branché là. Et vous devez comprendre que je vais avoir une autre carte, la Red, qui va avoir un accès Internet. Alors, c'est vraiment comme ça que mon réseau est branché. Prochaine étape, l'installation en soi de IPCOP. Donc maintenant, l'installation d'IPCOP en soi. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le laisse en anglais. Vous pouvez choisir la langue de votre choix. Vous faites OK. Le clavier en anglais. J'aurais presque pas besoin d'accéder à l'interface anglaise du terminal, donc ça n'importe peu. Le time zone, c'est Canada Eastern, en ce qui nous concerne. On est à Montréal. La date et l'heure sont adéquats. Et adéquate, une heure, une date. On me dit de sélectionner le disque dur sur lequel on fait l'installation d'IPCOP, donc c'est par défaut. Est-ce que tu es sûr que tu veux continuer? Oui, je le veux. Sur quoi est-ce qu'on installe? Sur le disque dur. Et il est en train de faire le formatage, de faire le partitionnement automatiquement, puis d'installer les fichiers de base. Une fois que ça c'est fait, on me demande si tu veux faire une restauration sur une clé USB. Je n'ai pas la possibilité de le faire en virtuel, fait que je laisse faire ça. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir une clé USB de restauration si en cas de problème majeur. On peut faire skip et c'est terminé. On va déterminer le nom de la machine. Alors IPCOP, ça va être correct, on va le laisser par défaut. Ainsi que le domaine. Puis là, ben, on va mettre le même domaine que notre serveur qui est base.local. Alors, on a un serveur contrôleur de domaine ici, là. Puis, c'est base.local, le nom du domaine de notre serveur 2012. Alors, on va mettre base.local dans notre IPCOP, tout simplement. On me demande par la suite la configuration de l'interface rouge. Alors, c'est la configuration de l'interface rouge. On se souvient au niveau du plan que c'est la configuration qui est ici. Et ça va être l'IP automatique. Il va y avoir un DHCP lorsque vous configurez la carte en NAT. Ben, c'est un DHCP qui va opérer. Fait que dans les choix de configuration, vous avez plusieurs choix, PPPoE, etc., statique même. Donc, DHCP va bien faire la job. Et
à ce moment-là, on vous demande d'attribuer la carte avec le réseau. Alors, c'est ici qu'on doit avoir vraiment notre aide-mémoire. Donc, interne, ça va être la Intel, puis green, ça va être la Intel, et le red, ça va être la PCNet. Donc, green égale Intel. Alors, la Intel, c'est la première. Je vais l'attribuer au réseau green. Et la deuxième, la PCNet, la AMD, je vais l'adresser au réseau red. Le blue est fait pour le Wi-Fi et l'orange pour le DMZ, Demilitarized Zone. Une fois que j'ai attribué, c'est fait, c'est comme un steak, c'est done, même si c'est meilleur saignant. Je donne l'adresse IP de l'interface verte. C'est là que je dois avoir mon plan aussi. Alors, dans mon plan, je n'ai pas déterminé l'adresse IP. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'adresse IP 10.10.10.254. Évidemment, 24 bits de masse de sous-réseau. Et je vais devoir changer des exclusions plus tard de mon DHCP de façon à avoir, mettons, 250 à 254 aussi d'exclus dans le serveur DHCP de mon serveur, alors de mon serveur 2012. Alors, je reviens ici. Donc, l'adresse IP, ça va être 10.10.10.254 de mon IPCOP, ce qui veut dire que ma passerelle ou mon routeur va être 254. Je fais OK. Le DHCP hostname pour le client. Alors, ça ici, c'est évidemment l'information qu'on va donner au DHCP du point de vue du réseau rouge. Alors, c'est l'information qu'on va donner à ce DHCP-là. On s'en fout en soi, là, on peut l'appeler n'importe quoi. Si vous êtes connecté directement avec Vidéotron, ben, vous pouvez mettre n'importe quoi, en fait, c'est pas très important. Si vous voulez reconnaître du point de vue du réseau rouge, ben, mettez quelque chose qui va être pertinent. Moi, je le laisse par défaut, IPCOP va faire la job. On me demande aussi par la suite, ça c'est intéressant, on me demande de DNS and Gateway Information. These settings are used only with static IP and DHCP if DNS set on the red interface. Donc, moi, j'ai pas de configuration statique sur l'interface rouge. J'ai une configuration de DHCP. Donc, si je comprends bien, j'ai pas besoin de renseigner ces champs-là. Uniquement si j'avais une adresse IP statique par mon fournisseur d'accès Internet. Donc, je peux tout simplement configurer ça comme étant OK. Est-ce que je veux configurer le DHCP server? Bien, je résume au niveau de mon plan. Bien, dans mon plan, bien, j'ai déjà un serveur DHCP ici. Fait que 2 serveurs DHCP dans le même domaine de diffusion, ça va causer des problèmes importants. Donc, je n'aurai pas besoin du serveur DHCP de mon IPCOP. Alors, à ce moment-là, je configure rien. Je ne le coche pas, en fait. Là. La différence, c'est avec le spacebar, on pourrait le mettre Enable. Moi, je m'assure qu'il ne soit pas sélectionné. Je fais Tab jusqu'à temps que j'appuie sur OK. On me demande de rentrer le root password. Alors là, c'est là qu'on va devoir donner plein de mots de passe pour nos accès IPCOP. C'est important de s'en souvenir par la suite. Il ne m'oblige pas à avoir un accès sécurisé, là, un mot de passe complexe, mais vous avez intérêt à ce que votre mot de passe soit complexe quand même, qui n'existe pas dans un dictionnaire de mots de passe, comme QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, des choses comme ça. Étant donné que c'est une pratique, je vais mettre un mot de passe relativement simple, que je mets souvent dans mes exercices. On me demande le admin user password. Alors ça, c'est le mot de passe qui va être utilisé pour ouvrir une session sur l'interface de configuration web. Comme un routeur intégré normal, tu vas avoir une interface web pour la configuration. Alors je mets le même mot de passe, même si c'est une faille de sécurité. Idéalement, votre mot de passe de root pour l'accès terminal ne devrait pas être le même que l'accès web. Et finalement, un backup, si mettons tu fais un backup, il va avoir un mot de passe encrypté. Alors ça prendrait un troisième mot de passe et vous devez vous souvenir de tous ces beaux petits mots de passe-là. Parce qu'évidemment, un backup de routeur qui contient des informations, il faut que ce soit encrypté et protégé. Fait que ce n'est pas en texte clair que IPCOP fait ses sauvegardes. On me félicite et on redémarre à ce moment-là automatiquement le système. Alors, la configuration est terminée. Le système va redémarrer. Vous avez une invitation de IPCOP. Vous démarrez le système ou il va le démarrer tout seul.
et il va partir ses services tout seul et il devrait être fonctionnel. Alors ça, c'est la première étape là, de configuration. Si vous avez une vraie machine, vous allez entendre des bips, une espèce de blip, blip, lorsque les cartes réseau sont activées. Vous allez voir les lumières allumées à ce moment-là au niveau des cartes réseau. Prochaine étape, il s'agit d'ajuster notre DHCP qui n'est pas adéquat. Alors, dans mon serveur 2012 R2, je vais devoir aller dans ma console DHCP pour faire les ajustements nécessaires de manière à configurer deux choses au niveau du DHCP. La première, c'est au niveau dans l'étendue, dans le pool d'adresses, j'ai présentement une exclusion de 1 à 20. Ce n'est pas suffisant. Je vais devoir exclure aussi l'adresse IP de mon routeur. Alors, je vais devoir rajouter une nouvelle plage d'exclusion de 10.10.10.250 jusqu'à 10.10.10.254 de manière à m'assurer que les adresses IP fixes de mon système ou de mon réseau soient bien en exclusion dans le DHCP. Deuxième chose qu'il va falloir ajouter, dans les options d'étendue, on va devoir ajouter une nouvelle option. La façon de le faire, c'est qu'on clique droit ici dans les options. On va dans « Configurer les options » et là, on a la liste de toutes les options DHCP qui s'offrent à moi. L'option qui m'intéresse, c'est l'option « Routeur ». J'ai juste à la cocher et je rentre l'adresse IP de mon routeur, donc 10.10.10.254, l'adresse que j'ai donnée à IPK. Je fais « Appliquer » et c'est tout pour le serveur DHCP. Il n'y a pas d'autre chose à faire nécessairement au niveau du DHCP. Toutefois, au niveau de ma machine, mon serveur en soi a un IP fixe. Fait que lui, je dois aller modifier les paramètres de ma carte interne de manière à ce que ma carte interne ait une passerelle par défaut, qui est l'adresse de mon routeur, de manière à donner un accès Internet à mon serveur. Chose que je vais vérifier rapidement à l'aide du serveur, à l'aide de la ligne de commande. Je vais faire tout de suite un ping de 10.10.10.254 de manière à vérifier que je suis bien capable de faire un ping sur mon routeur. Et le test ultime, ça va être de faire un ping d'une machine qui est sur Internet, 8.8.8.8. Et si la machine me répond, ça veut dire qu'il y a vraiment un job de routage de la part de mon routeur. Maintenant, il va falloir s'assurer que je suis aussi capable de faire un ping avec un nom de domaine. Vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé un ping de google.com tout de suite. J'ai utilisé un ping d'une adresse IP, question de rester plus bas dans le modèle OSI. Alors, je pourrais faire module.emika.ca. Pardon? Ah non, emika.ca. Ça se peut que je ne sois pas capable de pigner module de l'externe. Ça se peut qu'il bloque les pings. C'est bien possible. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais faire un ping yahoo.com. Ça, je pense que ça marche tout le temps. Pour m'assurer que je sois capable de faire la résolution de nom. Et ça fonctionne. Alors là, étant donné que je suis capable de faire un ping, je sais que j'ai de la connexion Internet sur mon serveur. Je ferme ma ligne de commande, je m'en vais sur mon client, j'ouvre une session avec soit un admin ou un client normal, c'est pas très important. Je vais m'assurer de faire un renouvellement de mon adresse IP parce qu'évidemment, j'ai des nouvelles configurations de DHCP. Donc, ipconfig/release et ipconfig/renew. De manière à ce que j'ai la nouvelle passerelle par défaut, parce que je ne l'avais pas auparavant. Est-ce que maintenant j'ai une passerelle par défaut? Oui, elle est juste ici. Hop là, ça freak un peu, là, mais bon, je vais essayer de le présenter différemment. Alors, elle est ici, la passerelle par défaut de ma carte interne, 254, telle que demandée. Et là, à ce moment-là, si j'utilise un furteur digne de ce nom, un Super Internet Explorer, mais techniquement, je devrais avoir un accès Internet. Bon, c'est peut-être pas le meilleur site, là, mais disons qu'on pourrait aller sur Google sans problème. Puis, on devrait être capable d'opérer correctement. Alors, évidemment, il faut installer un furteur digne de ce nom, là, soit Chrome Firefox là, ou un autre, là, de façon à s'assurer que ça fonctionne. Google.ca, coudon, marche-tu? .com.
Ouais, fait que ça fonctionne. Alors, mon IPCOP fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer tout de suite Chrome parce que je vais devoir aller configurer mon IPCOP dans les prochaines étapes. Donc, entre-temps, je vais installer Chrome, mais vous n'avez pas besoin de voir ça, l'installation de Chrome, nécessairement en vidéo. Une fois que tout est fonctionnel au niveau du réseau, il ne reste plus qu'à confirmer ou en tout cas aller configurer notre IPCOP. Alors, c'est rare qu'on va avoir besoin de l'interface texte de IPCOP. Alors, à la limite, on peut le faire disparaître, mais je vais le laisser là. Je vais envoyer sur mon client avec un furteur digne de ce nom, soit Chrome que j'ai installé auparavant. Et je dois accéder à IPCOP à l'aide de son adresse IP, mais il y a des façons d'accéder un peu particulières. Alors, je vais vous montrer comment y accéder. Alors, à l'aide de votre furteur, je vais essayer de me placer ici. À l'aide de mon furteur, je vais devoir écrire la chose suivante dans la barre d'adresse. HTTPS, parce que ça utilise le protocole SSL. 2 points, barre oblique, l'adresse IP de mon IPCOP. Je ne peux pas utiliser son nom parce qu'il n'est pas enregistré dans le DNS comme tel. Donc 10.10.10.254. Le port n'est pas le port conventionnel de HTTPS, c'est un port différent pour IPCOP. Si vous ne le savez pas et vous ne vous en souvenez pas, vous allez taper dans Google quelque chose comme IPCOP Default Port. OK? Puis vous allez le trouver là, sur le web. Vous allez écrire un petit 2 points à la fin de votre adresse IP pour indiquer que vous allez vous connecter sur un port différent. Le port de IPCOP, par défaut, c'est le 8443. 8443. Alors, vous devez ajuster l'adresse IP en fonction de votre propre réalité. Une fois que vous avez rentré cette information-là, Chrome va vous aviser qu'il y a un problème. Le problème est le suivant, c'est que je veux avoir un HTTPS, mais je n'ai pas de certificat officiel. C'est un problème normal. Il n'y a pas de certificat parce que on n'en a pas fait. Alors, ce n'est pas très grave. On est pas mal sûr que c'est cette machine-là. Vous allez dans Paramètres avancés et un peu plus bas, on a Continuer vers le site. Alors, cette page-là va changer selon votre furteur. Selon Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari ou Chrome, le look est différent, mais vous devez toujours aboutir à y aller quand même si c'est dangereux. On vit dangereusement. Vous allez avoir une demande d'authentification. L'utilisateur s'appelle admin par défaut sur IPCOP et le mot de passe, vous l'avez rentré à l'installation. Alors, j'essaie de voir si c'est le bon. Et si ça marche, vous allez rentrer dans la fiche, pas dans la fiche, pardon, mais dans l'élément de configuration de IPCOP. Alors, à partir de cette interface-là, j'ai le droit d'aller voir le statut du système avec tous les services qui sont présentement fonctionnels. Alors, on peut confirmer qu'il y a des services possibles de cron, de DHCP, de DNS proxy, d'IPsec, etc., etc. Donc, la majorité des services sont éteints. Le web server fonctionne parce qu'on l'utilise. Le web proxy est désactivé. Alors, par exemple, si on voudrait activer le web proxy, on pourrait aller dans, en fait, j'ai aucune idée, dans Service, dans Proxy. Puis là, dans Proxy, on pourrait le mettre activé sur le green et le mettre transparent de manière à ce que les clients ne voient pas qu'ils utilisent un proxy. Un proxy, c'est quoi? C'est un service qui me permet de filtrer les entêtes HTTP. Puis là, vous allez être capable de faire des blacklists et des whitelists, c'est-à-dire de faire de configurer dans votre IPCOP des sites web qui vont être barrés en soi. Puis vous pourriez même aussi vous connecter sur des sites spéciaux qui vont vous permettre de bloquer par catégorie des sites web. Alors, les admins d'aujourd'hui ne bloquent pas le site playboy.com. Ils vont bloquer tous les sites qui sont dans une base de données contenant de la nudité.
Alors, c'est beaucoup plus simple comme ça. Puis ces sites-là sont mis à jour, ces bases de données-là sont mises à jour. Fait que donc, vous avez la configuration du proxy qu'on peut configurer ici. Je fais Save. Quand j'active un proxy dans un système, évidemment, le système doit repartir. Et là, le proxy fonctionne. Donc là, on a différentes options. On est capable de bloquer des accès, de faire du download throttling, c'est-à-dire qu'on pourrait limiter le téléchargement à 512 kilobits par seconde par hôte avec ce genre d'affaires-là. On pourrait, en tout cas, on peut faire à peu près plein d'affaires. On pourrait vérifier le browser, puis seulement donner accès au furteur Chrome. Comme ça, ben, Internet Explorer n'aura même pas d'Internet dans tout notre réseau complet. Fait qu'on est capable de faire vraiment des trucs intéressants. Fait que faites attention quand vous commencez à configurer votre proxy parce que vous pourriez vous peinturer dans le coin puis faire des changements qui vont faire en sorte que vous ne pourriez même plus avoir vous-même accès à Internet. Fait qu'à toutes les fois que vous faites un changement dans le proxy, vous sauvegardez. Puis par la suite, ben, vous pouvez le tester si vous voulez. Je ne sais pas s'il va marcher. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai Internet Explorer sur cette machine-là. J'ai aussi Chrome. Fait que ici, avec Chrome, est-ce que je suis capable d'aller sur Google puis de faire un test, mettons? Bon, oui, j'ai une connexion Internet. Est-ce que je suis maintenant capable d'y aller avec Internet Explorer? Faudrait voir. Google.com. Et je n'ai pas le droit, c'est un accès interdit. Fait que ça vous donne un exemple des possibilités qu'offre ce genre de routeur-là, qui est beaucoup plus qu'un routeur. C'est vraiment une machine extraordinaire pour pouvoir filtrer puis contrôler la Terre entière. Fait que les control freaks ici là, vont vraiment triper. Et là, vous avez plein d'options, de services, etc. que vous pouvez expérimenter. Évidemment, je vous laisse les découvrir vous-même.